Les Africains sont comme des tigres qu'on a mis dans une case et on a enfermé pendant plusieurs années. Et que ces tigres-là se sont rendus puissants et ils sont ils ont un courage de fer, un courage pour affronter tout. Mais ces tigres sont libérés maintenant. Puisqu'en réalité, si ces tigres sont libérés, c'est pour dire qu'en réalité, ces tigres peuvent maintenant vivre comme ils veulent. Donc, ils peuvent devenir des lions. Et le changement a été opté depuis la libération des tigres par les guerriers africains, à savoir les pays de l'Alliance des États du Sahel et bien évidemment avec les dirigeants sénégalais qui ont aussi suivi le pas. Et tout le monde va suivre également le pas pour libérer tout le continent. Donc je vous dis quoi? Thomas Sankara a dit: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave le prendra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître qu'il prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Merci beaucoup. Suivez la vidéo jusqu'au bout pour comprendre en réalité le changement qui s'est opté en Afrique, le changement qui va se passer dans le monde dans les années à venir pour le futur et le bien-être des Africains qui autrefois étaient dans une case enfermés pour l'éternité. Mais par la grâce de Dieu, les Africains sont libres, libres de mouvoir comme ils veulent, libres de développer leur continent, libres d'aller où ils veulent et libres de vivre sain. Tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Thomas Sankara, ici nous allons parler de l'histoire d'un guerrier africain qui a marqué l'Afrique et le monde entier par des discours éloquents partout où il passe. Thomas Sankara, de 1949 à 1987, était un révolutionnaire militaire, homme politique et président du Burkina Faso. Il était souvent surnommé le Che Guevara africain pour ses idées marxistes et son combat pour la justice sociale en Afrique. Né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, Thomas Sankara est issu d'une famille modeste. Il a grandi à Gawa, où il a été influencé par l'environnement multiculturel et de sa vie rurale. Il a poursuivi ses études dans des écoles catholiques avant de s'engager dans une carrière militaire. En 1966, il intègre l'armée et suit une formation d'élite à Madagascar où il découvre les idéaux révolutionnaires et anticolonialistes. Il est témoin des révoltes populaires de 1972 à Madagascar, ce qui influence profondément sa pensée politique. De retour en Haute-Volta, il se distingue par ses compétences militaires et son charisme. En 1981, il est nommé secrétaire d'État à l'information, mais il démissionne en 1982 pour protester contre la répression du gouvernement. Après un coup d'État en 1983, Thomas Sankara devient Premier ministre sous le régime de Jean-Baptiste Ouédraogo. Il est cependant emprisonné en mai 1983 en raison de ses positions radicales. Cet événement conduit ses alliés, dont Blaise Compaoré, à organiser un coup d'État le 4 août 1983 qui le porte au pouvoir. À seulement 33 ans, Thomas Sankara devient président et rebaptise le pays Burkina Faso, qui signifie pays des hommes intègres, en Moré et Djoula, en 1984. Son gouvernement se concentre sur l'indépendance économique, la justice sociale et l'autosuffisance. Le 15 octobre 1984 fut un jour noir pour l'Afrique et pour le Burkina Faso. Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien allié Blaise Compaoré. Ce dernier prend le pouvoir et annule plusieurs réformes de Sankara. Aujourd'hui, Thomas Sankara est célébré comme une figure emblématique de la révolution africaine. Son héritage inspire de nombreux mouvements de justice sociale et de lutte contre l'oppression. Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut sûr pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là. Pas de développement en dehors de cette structure. Du reste, tous les nouveaux maîtres à penser, sortant de leur sommeil, réveillés par la montée vertigineuse de milliards d'hommes en haillons, effrayés par la menace que fait peser sur leur digestion cette multitude traquée par la faim, commencent à remodeler leurs discours et, dans une quête anxieuse, recherchent une fois de plus, en nos lieux et places,
des concepts miracles, de nouvelles formes de développement pour nos pays. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les nombreux actes des innombrables colloques et séminaires. Loin de moi l'idée de tourner en ridicule les efforts patients de ces intellectuels honnêtes qui, parce qu'ils ont des yeux pour voir, découvrent les terribles conséquences des ravages imposés par les 10 spécialistes en développement dans le tiers-monde. La crainte qui m'habite, c'est de voir les résultats de tant d'énergie confisquée par les prospéros de tout genre pour en faire la baguette destinée à nous renvoyer à un monde d'esclavage maquillé au goût de notre temps. Cette crainte se justifie, d'autant plus que la petite bourgeoisie africaine diplômée, sinon celle du tiers-monde, soit par paresse intellectuelle, soit plus simplement parce que, ayant goûté au mode de vie occidental, n'est pas prête à renoncer à ses privilèges. De ce fait, elle l'oublie que toute vraie lutte politique postule un débat théorique rigoureux et elle refuse l'effort de réflexion pour inventer des concepts nouveaux à la hauteur du combat meurtrier qui nous attend. Consommatrice passive et lamentable, elle se regorge de vocables fétichisés par l'Occident, comme elle le fait de son whisky et de son champagne. Dans ces salons à l'harmonie douteuse, on recherchera en vain, depuis les concepts de négritude et d'African personality, marqués maintenant par les temps, des idées vraiment neuves, issues des cerveaux de nos grands, entre guillemets, intellectuels. Le vocabulaire des idées nous viennent d'ailleurs. Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se contentent d'y adjoindre des colorants parce que des universités européennes dont ils sont les produits, ils n'ont ramené souvent que leur diplôme et le velours des adjectifs ou des superlatifs. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité. Il faut, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes de l'Afrique du tiers-monde reviennent à eux-mêmes. C'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité pour comprendre non seulement la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire en donnant de leur peuple une image fidèle, une image qui leur permet de réaliser des changements profonds de la situation sociale et politique, susceptibles de nous arracher à la domination et à l'exploitation étrangère qui livre nos États à la seule perspective de la faillite. C'est ce que nous avons perçu. Nous, peuple du Burkina, au cours de cette nuit du 4 août 1983, au premier scintillement des étoiles dans le ciel de notre patrie, il nous fallait prendre la tête des jacqueries qui s'annonçaient dans les campagnes affolées par l'avancée du désert, épuisées par la faim et la soif et délaissées. Il nous fallait donner un sens aux révoltes grondantes des masses urbaines désœuvrées, frustrées et fatiguées de voir circuler les limousines des élites aliénées qui se succédaient à la tête de l'État et qui ne leur offraient rien d'autre que des fausses solutions pensées et conçues par les cerveaux des autres. Il nous fallait donner une âme idéologique au juste litre de nos masses populaires mobilisées contre l'impérialisme monstrueux. Sur ce point, le palmarès le plus impitoyable, le plus pitoyable, le plus lamentable, oui, le plus lamentable est détenu au Moyen-Orient en termes d'arrogance, d'insolence et d'incroyable entêtement d'un petit pays, Israël, qui, depuis plus de 20 ans, avec l'inqualifiable complicité de son puissant protecteur, les États-Unis d'Amérique, continue à défier la communauté internationale
au mépris d'une histoire qui, hier encore, désignait chaque juif à l'horreur des fours crématoires, Israël en arrive à infliger à d'autres ce qui fut son propre calvaire. En tout état de cause, Israël, dont nous aimons le peuple pour son courage et ses sacrifices d'hier, doit savoir que les conditions de sa propre quiétude ne résident que dans les conditions de sa propre quiétude ne résident que dans sa puissance militaire financée par l'extérieur. Israël doit commencer à apprendre à devenir une nation comme les autres nations, parmi les autres. Pour l'heure, nous tenons à affirmer, du haut de cette tribune, notre solidarité militante et agissante à l'endroit des combattants, femmes et hommes de ce peuple merveilleux de la Palestine, parce que nous savons qu'il n'y a pas de souffrance sans fin. Mais si nous voulons la paix entre les nations, pourquoi nous exigeons et réclamons notre droit au développement dans l'égalité absolue, par une organisation et une répartition des ressources humaines? C'est parce que, de toutes les races humaines, nous appartenons à celles qui ont le plus souffert, que nous nous sommes jurés, nous, Burkinabés, de ne plus jamais accepter sur la moindre parcelle de cette terre le moindre déni de justice. Nous proposons également que les structures des Nations Unies soient repensées et que soit mis fin à ce scandale que constitue le droit de veto. Bien sûr, les effets pervers de son usage abusif sont atténués par la vigilance de certains de ses membres, de ses détenteurs. Cependant, rien ne justifie ce droit. Ni la taille des pays qui le détiennent, ni les richesses de ces derniers. Si l'argument développé pour justifier une telle iniquité est le prix payé au cours de la dernière guerre mondiale, que ces nations qui se sont arrogées ces droits sachent que nous aussi, nous avons chacun un oncle ou un père qui, à l'instar de milliers d'autres innocents arrachés au tiers-monde pour défendre les droits bafoués par les hordes hitlériennes, porte lui aussi dans sa chair les meurtrissures des balles nazies. Que cesse l'arrogance des grands qui ne perdent aucune occasion pour remettre en cause le droit des peuples. L'absence de l'Afrique, du club de ceux qui détiennent le droit de veto, est une injustice qui doit cesser. Monsieur le Président, j'ai parcouru des milliers de kilomètres. Je suis venu ici pour demander à chacun de vous que nous puissions mettre ensemble nos efforts pour que cesse la morgue des gens qui n'ont pas raison, pour que s'efface le triste spectacle des enfants qui meurent de faim, pour que disparaisse l'ignorance, pour que triomphe la rébellion légitime des peuples, pour que se taise le bruit des armes et qu'enfin, avec une seule et même volonté, luttant pour la survie de l'humanité, nous parvenions à chanter en chœur avec le grand poète Novalis, je cite, « Bientôt, les astres reviendront visiter la terre d'où ils se sont éloignés pendant nos temps obscurs. Le soleil déposera son spectre sévère, reviendra étoilé parmi les étoiles. Toutes les races du monde se rassembleront à nouveau après une longue séparation. Les vieilles familles orphelines se retrouveront et chaque jour verra de nouvelles retrouvailles, de nouveaux embrassements. Alors, les habitants du temps jadis reviendront vers la terre. En chaque tombe se réveillera la cendre éteinte. Partout brûleront à nouveau les flammes de la vie. Les vieilles demeures seront rebâties, les temps anciens se renouvelleront et l'histoire sera le rêve d'un présent à l'étendue infinie. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantoschisme. Gloire éternelle aux peuples qui luttent pour leur liberté. Gloire éternelle aux peuples qui décident de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Nous sommes à la fin de la vidéo. L'Afrique est libre. Avec tout ce qui s'est passé depuis la colonisation, la traite négrière et tout ce qui s'est passé durant la souffrance que les Africains ont enduré et jusqu'à la libération de l'Afrique aujourd'hui, je suis très fier parce qu'il y a un guide qui nous a guidés. Il s'agit de Thomas Sankara, un guide
qui a fait naître des djihad encore, qui nous djihad. Il s'agit bien d'Ibrahim Traoré, d'Assimi Goïta, Abdouban Tchani. Il y a bien des tigres qui vont se libérer pour suivre également le même pas.